Au large des côtes du Venezuela, la mer des Caraïbes est devenue une zone de haute tension. Des navires de guerre y sillonnent les eaux, tandis que des avions de combat saturent l'espace aérien. Au sol, des milliers de soldats sont en alerte. Les exercices militaires se succèdent. Et la réponse de Caracas est massive. Près de 125 000 militaires vénézuéliens sont mobilisés pour des manœuvres d'une ampleur inédite. Plus révélateur encore, des civils sont désormais formés au maniement des armes. Mais l'élément qui a déclenché l'alerte internationale est un fait précis. L'atterrissage à Caracas d'un colossal avion cargo russe, un Ilyushin Il-76TD, un appareil appartenant à une compagnie connue pour ses liens avec le groupe Wagner. À son bord, une cargaison officiellement classée secrète. La question centrale est double. Que se passe-t-il réellement au Venezuela ? Et pourquoi la Russie intensifie-t-elle sa présence dans ce qui est, depuis plus d'un siècle, considéré comme l'arrière-cour stratégique des États-Unis ? En réalité, l'implication militaire de Moscou au Venezuela n'a rien de soudain. Elle est le résultat d'une stratégie de longue date. Les premiers jalons sont posés dès le début des années 2000, lorsque Hugo Chavez opère un rapprochement stratégique avec le Kremlin. À cette époque, le Venezuela devient objectivement la principale porte d'entrée de la Russie en Amérique latine. Lorsque Nicolás Maduro prend la relève, non seulement cette coopération ne faiblit pas, mais au contraire, elle s'intensifie sur tous les plans. Vente d'armes, exercices conjoints et soutien en matière de renseignement. Mais un événement récent est venu tout accélérer. Début octobre, le Parlement vénézuélien a officiellement ratifié un accord de partenariat stratégique avec la Russie. Ce n'est pas un détail. Désormais, leur alliance repose sur une base juridique solide. Dans la foulée, Moscou a affiché un soutien diplomatique total à Caracas. Le Kremlin condamne bruyamment toute initiative américaine perçue comme une menace et s'affirme prête à aider le Venezuela face à toute forme d'agression. Le message est clair. Il ne s'agit plus d'un symbole, mais bien de l'émergence d'un nouveau pôle de contestation de la domination occidentale. Cette alliance stratégique s'incarne très concrètement sur le terrain. Elle se traduit par un flux continu d'armements russes sophistiqués livrés directement au Venezuela. Le premier niveau de cette nouvelle doctrine de défense est le système Igla-S, un missile solaire portable de dernière génération. Les forces armées bolivariennes revendiquent la possession de plus de 5000 lanceurs Igla-S. Leur mission, former une barrière de dissuasion rapide contre toute intervention militaire dans les Caraïbes. Ces systèmes sont conçus pour neutraliser des avions à basse altitude, des hélicoptères, des drones et même des missiles de croisière. Pour donner un ordre de grandeur, leur performance rivalise avec celle des célèbres FIM-92 Stinger occidentaux. Concrètement, tout appareil étranger qui s'aventurerait à porter dans le ciel vénézuélien s'expose au risque d'être verrouillé et détruit en quelques secondes. Mais le véritable cœur de la défense aérienne vénézuélienne, c'est le système à longue portée S-300VM. Il s'agit d'une capacité exceptionnelle, ce sont les premiers systèmes au monde capables d'intercepter simultanément des missiles de croisière, des avions de combat ET des cibles balistiques. Selon les estimations, le Venezuela exploite au moins 12 lanceurs S-300VM, positionnés sur des points stratégiques vitaux. Dans n'importe quel scénario de conflit, ces batteries constitueraient le bouclier principal contre une vague de missiles de croisière ou des frappes aériennes américaines. Un véritable parapluie géant suffisamment dissuasif pour forcer Washington à reconsidérer n'importe quel plan d'offensive. Juste en dessous de ce bouclier stratégique, on trouve le Buck M2E qui assure la défense aérienne de moyenne portée. La performance est notable. Une seule batterie de Buck M2E peut détecter et engager jusqu'à 24 cibles aériennes simultanément, et ce, depuis plusieurs directions. Ces systèmes sont logiquement déployés autour de Caracas avec pour mission de protéger la capitale contre des attaques surprises. Enfin, à la base de cette architecture de défense en couche, le Venezuela dispose du S-125 Pechora 2M. C'est un héritage de la guerre froide, mais sa version modernisée reste redoutable. Pour mémoire, et c'est crucial, c'est une configuration plus ancienne de ce même système qui avait réussi l'exploit d'abattre un F-117 Nighthawk américain, un avion prétendument furtif. Aujourd'hui, les versions les plus récentes sont en cours de déploiement vers l'ouest du pays. Résultat, le ciel des Caraïbes est désormais verrouillé par plusieurs couches successives de défense aérienne d'origine russe. Sur le plan aérien offensif, le Venezuela s'est également doté d'une capacité de frappe conséquente. Le pays aligne 21 chasseurs Su-30 MK 2V Flanker, véritable épine dorsale de son armée de l'air. Livrés par la Russie entre 2006 et 2008, ces appareils placent le Venezuela dans une catégorie à part. C'est le seul État d'Amérique latine à exploiter des chasseurs lourds de conception russe. Ces Su-30 sont des plateformes multirôles capables de mener deux types de missions distinctes, la supériorité aérienne et les frappes au sol de précision. Ils sont équipés de radars performants et disposent de toute une gamme d'armements guidés.
Mais la capacité la plus redoutée par les marines étrangères est un armement spécifique, les missiles anti-navires supersoniques KH-31A et KH-31P. Ils sont conçus pour neutraliser des destroyers et des bâtiments de guerre jusqu'à 4500 tonnes. Leur atout maître, une combinaison de vitesse extrême et de forte capacité de destruction. Pour un navire adverse, le temps de réaction est pratiquement inexistant. Et la menace ne s'arrête pas là. En combat aérien pur, les Su-30 vénézuéliens utilisent le missile RRR-77, l'équivalent russe des missiles occidentaux de combat hors de portée visuelle, BVR. Les chiffres sont éloquents, une vitesse de Mach 4, une portée de plus de 100 km. Concrètement, ces missiles permettent aux pilotes vénézuéliens d'engager le combat avant même que l'adversaire n'ait détecté leur présence. Dans un ciel caribéen déjà saturé de tensions, ces Su-30 deviennent de facto des adversaires crédibles, même pour des plateformes avancées comme le F-35 américain. La conclusion est stratégique, l'espace aérien régional n'appartient plus à une seule puissance. Au sol, la doctrine est identique. La puissance vénézuélienne s'est bâtie avec l'aide directe de Moscou. La Russie a assuré la livraison d'environ 90 chars de bataille principaux T-72B1 qui constituent la colonne vertébrale des forces blindées de Caracas. Ce ne sont pas les chars les plus modernes, mais ils répondent à une logique précise. Ils sont robustes, simples à entretenir et peuvent être déployés en grand nombre. C'est la doctrine du volume, opposée à celle des coûteux et sophistiqués Abrams américains. Dans une guerre terrestre, cet avantage en nombre est un facteur déterminant. Et ces chars ne sont pas seuls. Ils sont appuyés par une infanterie équipée de missiles anti-chars guidés Kornet E et Métis M, également d'origine russe. Ces armes sont spécifiquement conçues pour percer les blindages épais des véhicules modernes. En combinant chars et missiles anti-chars, l'armée vénézuélienne dispose d'une doctrine d'armes combinée très flexible, efficace autant en terrain ouvert que lors d'affrontements de type guérilla urbaine. Enfin, la maîtrise des basses altitudes est renforcée par une flotte d'hélicoptères polyvalents. Mi-17, Mi-26 et Mi-35. Ces appareils assurent le transport de troupes, le soutien logistique et les attaques directes. Le Mi-35 en particulier est surnommé le char volant en raison de sa puissance de feu impressionnante. L'ensemble témoigne d'un vaste programme de modernisation. L'objectif n'est plus de créer une force uniquement défensive, mais bien une armée capable de frapper en retour. Mais la coopération russo-vénézuélienne vient de franchir un nouveau cap. Elle ne se limite plus à l'achat d'armes. Elle touche désormais à l'industrie de défense. En juillet 2025, le gouvernement vénézuélien a inauguré à Maracay la première usine Kalachnikov du continent américain. Ces 4 premières lignes de production fabriquent ici déjà munitions et composants pour l'AK-103, l'arme standard des forces vénézuéliennes. Cette usine est bien plus qu'un projet industriel. C'est une déclaration d'autonomie stratégique. Le Venezuela peut désormais produire son armement léger sans dépendre d'aucun fournisseur occidental. Ceci nous ramène à la partie la plus opaque de ce rapprochement, le fameux Il-76TD évoqué en introduction. Plusieurs rapports de renseignement confirment qu'un avion cargo de ce type, appartenant à Aviacon Zitotrans, une entreprise russe liée au groupe Wagner, a atterri au Venezuela avec une cargaison secrète. Rappelons que Aviacon est sous sanctions américaines depuis 2023 pour avoir transporté du matériel militaire pour Wagner. Officiellement, il s'agit d'une coopération industrielle. Mais derrière cette façade, tout indique la mise en place d'un réseau de soutien militaire parallèle par lequel la Russie renforce discrètement le Venezuela de l'intérieur. La question devient donc essentielle. Quelle est la finalité de cette escalade ? La présence d'avions cargo liés à Wagner, les manœuvres militaires massives et ce parapluie de défense aérienne sophistiqué ? Tous ces éléments convergent vers une hypothèse. Le Venezuela est en train d'être transformé en base avancée de la Russie en Amérique latine. Si tel est le cas, ce n'est pas un détail. C'est une provocation directe pour les États-Unis dans une zone qu'ils considèrent, depuis la doctrine Monroe, comme leur arrière-cour. Le premier scénario, le moins inquiétant, est celui d'un message symbolique. Moscou démontrerait qu'elle peut rendre l'appareil et s'inviter dans la zone d'influence américaine, comme Washington l'a fait en Europe de l'Est. Mais le second scénario est d'une toute autre ampleur. Celui de l'installation au Venezuela d'une présence militaire russe permanente, incluant radars, batteries de missiles et avions de combat en alerte constante au-dessus des Caraïbes. Car si des missiles russes sont un jour stationnés à seulement 2000 km de Miami, ce n'est pas une simple hypothèse. C'est factuellement la crise des missiles de Cuba de 1962 qui se rejoue, avec un nouveau décor et des armes infiniment plus destructrices. Et si ce stade est atteint, le monde devra admettre que la guerre froide n'a jamais vraiment pris fin. Elle aura simplement changé de théâtre d'opération pour se déplacer aux portes mêmes de l'Amérique.